du contentieux, pas du point de vue belgo-belge, mais du point de vue général, et des difficultés auxquelles on peut être confronté dans les différents pays européens pour faire émerger peut-être un contentieux orienté non seulement vers la réparation, mais également vers la prévention. Voilà, je vous cède la parole. Je vous remercie beaucoup, j'espère que vous m'entendez bien. Merci beaucoup et merci pour cette invitation. Et vous me laisserez quand même une minute pour ici remercier Laurent, un collègue de longue date, si je puis dire, un collègue de longue date au sein de l'Institut syndical européen et bien sûr, après, au cours de mon passage à la Commission européenne et puis maintenant au sein de la Confédération européenne des syndicats. Et je voulais saluer Laurent notamment pour son travail engagé, un travail engagé et son franc-parler qui remet les problèmes au centre et nous alerte, que ce soit au niveau du mouvement syndical européen, au niveau du mouvement syndical national, comme nous l'entendons ici, mais aussi au niveau des institutions européennes et surtout au niveau du monde académique, puisque cette conjonction est essentielle, comme vous l'avez entendu, cette conjonction est essentielle pour faire bouger les choses dans le bon sens. Aussi pour son travail précurseur et visionnaire, et puis aussi pour son travail infatigable, et nous le voyons aussi aujourd'hui, infatigable, parce qu'il est essentiel de faire passer ces messages, et il est essentiel de faire bouger l'état des lieux pour faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, notamment à la santé, à la sécurité au travail. Et c'est un travail de longue haleine, et c'est un travail, je dirais, quotidien que nous avons, que ce soit au niveau de la recherche à l'Institut syndical européen, dont je faisais partie, mais maintenant aussi essentiellement au niveau politique et au niveau syndical au sein de la Confédération européenne des syndicats. Donc merci Laurent, c'est une inspiration. Ça l'a été tout au long de ces années, ça devrait l'être, et je l'espère encore. Et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette salle, donc j'espère pour la relève au niveau académique, mais aussi au niveau syndical et voire même politique. Donc pour cela, merci Laurent. Un modèle à suivre pour l'ensemble des participants aujourd'hui, et aussi un grand remerciement à l'Institut syndical européen pour son support dans nos dossiers, notamment ceux liés à la santé-sécurité. Alors, un contentieux stratégique et la participation du monde syndical, vous l'avez dit, c'est un peu le parent pauvre de l'ensemble de l'activité syndicale, particulièrement en Belgique, et on l'a entendu, puisque c'est la concertation qui est mise en exergue. Mais à une remarque que j'ai eue d'un de mes collègues, Isabelle, si on va devant le juge, imagine-toi quel va être notre rapport après avec l'employeur. Et là, on avait l'impression qu'il y avait une déloyauté qui se mettait en place. Et ma réponse a été claire. Ta relation avec l'employeur, elle sera la même si tu vas devant le juge que si tu vas dans la rue et si tu exerces ton droit de grève. Et là, je crois qu'il faut remettre un petit peu les choses en place et accéder au tribunal, accéder à ses droits par le biais d'un recours contentieux, c'est nécessaire, c'est même primordial, et c'est un des moyens que nous avons et que nous devons utiliser. Maintenant, c'est le parent pauvre pour d'autres raisons que cette dimension-là. L'autre raison, c'est bien sûr la complexité. Je pense que cette matinée nous l'a démontré. C'est pas facile. C'est pas facile d'aller devant les juges. C'est pas facile parce que la charge de la preuve, elle retombe toujours sur l'individu. Et même si nous sommes derrière et en coordination avec nos collègues pour les représenter, et nous avons vu que c'est pas toujours évident de pouvoir les représenter, la charge de la preuve reste, je dirais, chez la victime et chez les représentants de la victime. Et on voit là ici que c'est un double fardeau, en plus d'avoir une exposition à certaines substances toxiques, notamment, ou d'avoir approuvé le harcèlement, nous en avons parlé ce matin, qui est une chose assez difficile. Et puis, effectivement, il y a la dimension du temps, il y a la dimension du coût, et il y a aussi souvent un argument qui revient dans nos discussions, l'incertitude du résultat de la décision du tribunal. Et je pense que là aussi, nous avons appris ce matin qu'il est très important de faire ce lien entre la recherche,
l'action syndicale, mais aussi l'information des juges sur l'évolution notamment scientifique pour la reconnaissance des maladies professionnelles, mais aussi pour tout un argumentaire pour les aider à mettre en place en fait une jurisprudence qui fait la différence pour les travailleurs et pas essentiellement pour gagner, pour faire des économies sur le dos des travailleurs, notamment parce qu'il y a une difficulté à faire un lien entre la maladie et la causalité de cette maladie, nous l'avons entendu. Et c'est exactement dans ce constat, le parent pauvre, de l'ensemble, je dirais, de l'action syndicale pour faire représenter et respecter les droits des travailleurs que nous travaillons depuis pas mal d'années, ensemble aussi avec l'Institut syndical européen et la Confédération européenne des syndicats, pour essayer de mettre en place un contentieux stratégique, pas essentiellement pour l'instant, mais nous y venons peu à peu, sur les questions de santé-sécurité, mais sur d'autres questions qui sont essentielles pour le monde syndical, notamment l'information et la consultation des travailleurs, qui est un droit qui est malmené d'une façon régulière, mais aussi concernant, je dirais, des domaines qui sont très liés à la santé-sécurité, mais qui ne sont pas que la santé-sécurité, le temps de travail, par exemple, et aussi certainement la charge de travail. Et nous l'avons vu, la manière aussi dont la société évolue, et notamment un contentieux très fort qui est émergent et qui a été un peu exacerbé par la pandémie, mais pourquoi pas, je crois que c'est un bon exemple, toute la dimension de ces travailleurs des plateformes, de ces cyclistes que l'on voit parcourir nos rues pour nous délivrer ou nous apporter notre repas, comme si on ne pouvait pas le faire nous-mêmes, ou si on ne pouvait pas nous-mêmes aller nous déplacer jusqu'au restaurant. Tous ces gens-là qui, sous couvert d'être des faux indépendants, et là j'insiste sur les faux indépendants, portent un risque qui devrait être celui de l'entreprise. Ces plateformes refusent d'être qualifiées comme employeurs et donc délèguent ou rejettent le risque sur ces faux indépendants, et le risque santé-sécurité, le risque d'accident lors de leur travail est très fort. Et là, nous avons un contentieux qui n'est pas spécialement lié à la santé-sécurité, mais qui est plutôt lié au statut de salarié ou au statut de faux indépendants de ces travailleurs des plateformes qui, je dirais, par effet de domino, va jouer, à mon avis, un rôle très positif sur leur requalification en tant que travailleurs et leur possibilité d'accéder justement à une protection, une sécurité sociale notamment, qui sera celle qui relève de l'ensemble des travailleurs et qui n'est pas une catégorie qui serait nouvelle et qui est pour l'instant en considération au niveau notamment de l'Union européenne, puisque vous savez que la Commission européenne travaille sur ce dossier. Donc nous avons refusé une nouvelle catégorie de travailleurs qui ne leur donnerait accès qu'à certains droits et pas à l'ensemble des droits auxquels ils auraient droit, et notamment pour refuser le diktat de ces plateformes qui veulent dicter exactement quels droits auraient ces travailleurs, avec quel accès, avec quelle représentation syndicale ou pas, et ce n'est pas à eux de le faire. Là, c'est clairement un travail très porteur qui mériterait d'avoir une attention très importante, notamment aussi au niveau de la santé-sécurité. Et je terminerai par effectivement ce que nous faisons pour coordonner notre travail et pour faire que nous allions développer un contentieux stratégique au sein de la Confédération européenne des syndicats. Nous avons depuis 2019 mis en place une plateforme qui nous permet justement de relier l'ensemble de ces arrêts, l'ensemble de ces décisions, l'ensemble aussi des supports juridiques et légaux que nous donnons à nos membres, mais que nos membres aussi proposent, un relais de l'information et aussi une réflexion en profondeur de comment organiser ce support stratégique de contentieux pour nos membres, de sorte que nous allons être à la source de cette jurisprudence qui devrait promouvoir en fait le respect des travailleurs. Alors plutôt ici bien sûr la réparation
mais c'est une dimension. Nous travaillons aussi très fortement dans la prévention, et là je retourne sur des éléments clés, essentiels mais malmenés, qui sont l'information et la consultation des travailleurs, nécessaires dans le cadre de l'anticipation des changements au sein des entreprises, et cette information n'a pas lieu, elle n'a pas lieu à temps, et la consultation n'est pas faite sur les questions nécessaires. J'arrêterai là. Merci beaucoup. Merci. Pour le timing notamment, mais pour le reste aussi. Peut-être du côté syndical belge, Youssef El Othmani, comment réagissez-vous? D'abord, je tiens d'abord à remercier pour le Centre de droit public pour l'invitation. C'est un double plaisir pour moi, d'une part parce que ça me permet de revenir en quelque sorte sur mes pas. C'est ici que j'ai fait mes études, donc c'est un énorme plaisir pour moi de revenir ici. Et puis c'est aussi un plaisir, je disais à double titre, puisque cette intervention s'inscrit dans le cadre d'un hommage qu'on rend à Laurent Vogel, et je tiens vraiment à saluer ici, sans trop m'apesantir dessus, parce que je connais assez son humilité, son rôle de chercheur engagé, de scientifique rigoureux, qui a quand même une légitimité importante, que ce soit au niveau belge, mais aussi au niveau européen, et je tiens particulièrement à le saluer à ce titre. Et j'arrête ici, puisque, comme je l'ai dit, je connais suffisamment son humilité que pour ne pas trop m'apesantir sur cet aspect-là des choses, son œuvre parle pour lui. Alors, comment réagir aux différents éléments qui ont été évoqués jusqu'à présent? Je vais quand même revenir à quelques aspects qui ont été abordés dans les exposés, puisqu'il s'agit de comprendre un phénomène. Pourquoi est-ce qu'en Belgique, on a un contentieux si faible? Et en tant qu'organisation syndicale, bien évidemment, nous avons peut-être des éléments d'explication, en tout cas des aspects sur lesquels on pourrait peut-être tenter d'éclairer la communauté scientifique et au-delà. Parmi les aspects qui ont été invoqués pour expliquer, il y avait notamment le faible rôle ou la préférence, entre guillemets, qui est plutôt laissée à la concertation sociale. Et c'est une partie importante de l'explication. Effectivement, on préfère, en tout cas en Belgique, régler, via les mécanismes qu'on a construits à travers l'histoire, un certain nombre de questions via la concertation sociale, ce qui, effectivement, génère une faiblesse, ou en tout cas une faiblesse quantitative de recours à la justice. Ce sont bien évidemment deux dispositifs complémentaires, ça a été, je pense, dit. Il n'y a pas lieu de nécessairement choisir ou de faire prévaloir l'un sur l'autre, puisqu'on sait tous que l'objectif final, c'est quand même de faire respecter le droit à la santé au travail au final. L'objectif n'est pas nécessairement de faire jurisprudence ou de faire ceci ou cela, mais plutôt de faire valoir et respecter le droit. Et si on le fait via la concertation sociale, mais tant mieux. Sauf que je crois quand même que en matière de vertu, l'action judiciaire a quelques vertus, et ça a été dit aussi là tout à l'heure, et une vertu importante est, à mon sens, le fait de clarifier un certain nombre de concepts et de notions. Ce n'est pas un hasard, par exemple, si quelque chose comme le droit de retrait, qui a fait couler beaucoup d'encre, et pas seulement que de l'encre, a donné lieu à toute cette discussion, alors que cette disposition existe dans le droit belge depuis des années. Mais jamais on l'a fait valoir, jamais elle a été discutée, jusqu'à cette pandémie. Preuve s'il en est que, effectivement, le fait de ne pas recourir au concept ne permet pas justement de définir ce qu'on entend par le droit au retrait et qu'est-ce que ça implique concrètement, et concrètement en termes de conséquences. Donc clairement, il y a un intérêt, une vertu importante de clarifier les concepts et les notions et des droits qui sont consacrés, mais qui, tant qu'ils ne sont pas mis en œuvre, tant qu'ils ne sont pas discutés devant des cours et tribunaux, restent souvent, et parfois lettres mortes, ou en tout cas, leur sens et nuances restent parfois sans précision. Donc c'est pour moi une vertu importante qui pourrait justifier que dans certains cas, effectivement, on puisse aller en justice pour faire clarifier un certain nombre de choses. Parmi les obstacles qu'on a évoqués, c'est l'inspection, le rôle des inspections sociales. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes. Tout le monde sait qu'en Belgique, l'inspection sociale est extrêmement mal outillée, que ce soit sur le plan numérique, mais aussi en termes de moyens qui sont mis à sa disposition. Pardon. Je crois que là, si on veut véritablement améliorer cet aspect-là des choses, il y a une réflexion à avoir sur le renforcement de l'inspection sociale. Au passage, je tiens quand même à souligner, une inspection sociale efficace qui remplit son rôle n'est pas seulement que dans l'intérêt du travailleur pour respecter son droit à la santé au travail. Bien évidemment, c'est un objectif suffisamment important pour ne pas être souligné, mais c'est aussi très bon aussi pour les employeurs. Des employeurs qui respectent le code du bien-être, et il en existe, sont pénalisés lorsque d'autres entreprises se comportent comme des voyous. Et donc, naturellement, le fait de faire respecter, via l'inspection sociale, le droit à la santé du travailleur, joue aussi un rôle important d'assainissement, entre guillemets, si on passait un peu l'expression,
du marché du travail et de la situation et permet d'équilibrer en tout cas les différentes positions et situations entre les différents employeurs. Donc je crois que c'est quand même un avantage important que de plaider tant du côté travailleur mais aussi du côté employeur pour le renforcement des inspections sociales parce que c'est, en mon sens, une mesure de salubrité publique. Deux éléments qui ont été mentionnés aussi par rapport à l'explication de la faiblesse du recours à l'action judiciaire. Il y a la question, je ne vais pas m'apesantir sur la question de l'intérêt né et actuel. Je crois que la question suscite peu de discussion à mon sens, tellement elle est claire et l'explication qui a été donnée est suffisamment, je pense, éloquente et convaincante. Je vais plutôt m'attarder sur deux autres aspects. Premièrement, la question de l'intérêt collectif. Et là, effectivement, et l'illustration qui a été donnée est à mon sens assez éclairante, on pourrait supposer qu'effectivement la question de l'intérêt collectif pourrait être un obstacle à ce qu'une organisation syndicale puisse, ou un collectif de travailleurs puisse agir pour faire respecter le droit à la santé au travail. Alors je crois que là, par contre, ce serait quand même assez réducteur peut-être de se limiter à cela, et on l'a suffisamment dit, je crois, parce que ce qui est en réalité entendu par l'exclusion des conflits collectifs, c'est en fait surtout le droit de grève. Je crois que dans l'option qui a été consacrée dans le droit judiciaire belge, c'était d'éviter que les juridictions du travail en particulier ne s'intéressent ou ne se mettent à discuter, de dire qui a raison ou qui a tort dans le cadre d'une grève. Effectivement, ce n'est pas le rôle de la justice de dire qui a raison ou qui a tort dans le cadre d'une grève. Pour le reste, pour ce qui concerne des conflits, ou plutôt en fait des litiges qui ont une dimension collective, là par contre, je ne vois absolument aucun argument logique et cohérent qui permettrait d'exclure la compétence du tribunal du travail parce que ça concerne une question collective. Des exemples et illustrations ont été donnés par rapport à la loi de 96. On peut aussi ajouter la loi de 68 sur les conventions collectives qui donne expressément la capacité à agir et la possibilité pour les organisations syndicales de pouvoir agir en justice pour leurs membres. Mais même d'autres dispositions aussi du Code judiciaire aussi, l'article 578 aussi, recèle d'autres hypothèses où on peut agir de manière pour faire valoir des intérêts collectifs. Donc je crois que cet argument-là me paraît peu recevable, même si effectivement il pourrait susciter gêne et parfois quelques difficultés. Donc ça me paraît effectivement un élément assez évident. Par contre, une difficulté peut-être un peu plus délicate et épineuse, c'est la question effectivement, une fois qu'on a été devant le juge, qu'on a obtenu ce qu'on a obtenu, mais de savoir mais finalement qu'est-ce que le juge peut ordonner de faire ou ne pas faire en termes de mesures de prévention. Et là, je crois qu'on touche peut-être un point aveugle dans la représentation qu'on se fait de notre droit social de manière générale, c'est dans quelle mesure est-ce que, par la voie de la justice, on peut intervenir un petit peu dans ce qui se passe dans l'entreprise. On a un peu le même débat, pour extrapoler un petit peu, le même débat aussi s'agissant du contrôle du motif de licenciement, vis-à-vis de ce qu'on appelle, ça existait déjà sous l'empire de l'article 63, ça existe toujours avec la CCT 109, c'est la question de savoir, mais que sont les nécessités d'entreprise et comment est-ce que le juge est bien placé pour interférer, le juge ici entendu comme juridiction, est-ce qu'il est bien placé pour intervenir et savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, et donc se substituer à l'employeur dans l'évaluation des différentes options et choix. Et effectivement, là, je crois qu'il y a quelque chose à éclairer, et ce serait intéressant peut-être d'explorer cette piste-là, pour voir, tiens, est-ce que notre arsenal juridique ne gagnerait peut-être pas à assumer peut-être certaines options autres que celles qui ont été suivies jusqu'à présent, s'agissant de la possibilité pour le juge d'intervenir, ou en tout cas de faire observer un certain nombre d'éléments à l'entreprise. Donc je crois que là, il y a clairement une question très importante qui mériterait, à mon sens, d'être approfondie. J'ajouterai peut-être encore, pour finir, deux éléments qui expliquent sans doute la faiblesse du recours à la justice. En premier lieu, bien évidemment, et ça a été évoqué là tout à l'heure, c'est la crainte que deviennent les rapports au travail durant le cours du procès. Effectivement, si on avait des processus judiciaires qui ne prennent pas beaucoup de temps, où l'affaire peut être réglée en quelques semaines, effectivement, ça ne susciterait pas de discussion, mais connaissant les délais d'attente et puis le délai de traitement de la procédure, entre le moment où le dossier est introduit et le moment où on a une décision de justice, et dans le cas même où on n'a pas d'appel, l'entreprise continue à tourner. Et si les travailleurs sont toujours occupés au sein de l'entreprise, les rapports entre employeurs et travailleurs continueront à exister et devront être gérés dans ce cadre. Et c'est peut-être sans doute aussi là une explication importante de la faiblesse de recours à l'action judiciaire pour faire valoir un certain nombre de droits, parce qu'effectivement, cette tension existe incontestablement. Et donc, c'est d'ailleurs, on parle souvent d'ailleurs de la paix sociale au sein de l'entreprise, que certains dispositifs sont censés amener, comme par exemple le recours justement dans le cadre d'accidents du travail ou dans le cadre des maladies professionnelles, justement, qui sont censés éviter que cette situation conflictuelle entre employeurs et travailleurs ne perdure. Et donc, c'est un obstacle, je pense, important auquel il faut avoir égard lorsqu'on envisage cette question. Et puis, j'en viens à ma dernière observation, qui, à mon sens, est peut-être la plus fondamentale,
c'est qu'il y a sans doute une manière de traiter peut-être la question de la santé au travail très 19e siècle en Belgique. Je pense que c'est valable peut-être aussi un petit peu en France, mais je n'ose peut-être pas trop regarder au-delà de nos frontières sur cette question-là. Je m'explique quand je dis trop 19e siècle, c'est-à-dire qu'on intègre trop facilement, en ce compris même dans le chef des travailleurs, qu'on peut faire des choses pour prévenir, pour éviter des risques. Lorsque les dommages surviennent, on peut les réparer, tâcher de les réparer et faire en sorte de les réparer. Et cette réparation peut prendre d'ailleurs différentes formes. C'est les maladies professionnelles, c'est l'accident du travail bien sûr, mais c'est aussi, et je fais le lien avec une autre matière, ça peut être aussi la reconnaissance d'une forme de pénibilité. Sans doute que ceux les plus attentifs ont peut-être suivi tout le débat que nous avons eu entre partenaires sociaux et aussi au sein du gouvernement sur la dernière majorité, sur le fait de savoir quels sont les métiers pénibles, c'est-à-dire les métiers qui abîment la santé des gens et qui justifieraient que les gens partent plus tôt. C'est un petit peu ce même logiciel qui, à mon sens, est un logiciel qui mérite d'être questionné et qui fait qu'en quelque sorte, on s'accommode d'atteinte à la santé pourvu qu'on puisse les réparer. Alors, les réparer de différentes manières. Mais vous serez sans doute d'accord ou pas avec moi, mais je crois qu'un mal qu'on répare n'enlève rien à sa nocivité. Le mal étant déjà fait, même si on a beau le réparer comme on veut ou comme on peut, ça n'enlève rien à la situation de la personne qui, entre-temps, voit sa santé abîmée. Je crois que là, ça questionne aussi une option peut-être implicite de notre ordre juridique, qui est quelque part de dire que nous avons peut-être trop tendance... De conclure. Oui, bien évidemment. C'était ma dernière phrase, je concluais là-dessus. Et je pense effectivement que c'est peut-être plus pour susciter la réflexion. Et donc, ça questionne, je pense, cette option implicite de notre ordre juridique qui consiste peut-être à considérer que certaines choses peuvent être réparées alors que l'accent peut être porté ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Qu'en pense... Qu'en pense la magistrature? Assise? Oui, je suis assise, mais je devrais être debout. Non, tout d'abord, je tiens aussi à remercier pour l'invitation. Moi qui suis l'étrangère ici, je n'ai pas fait mes études à l'ULB, je suis liégeoise, mais je suis une élève et une ancienne assistante de Micheline Jamoul qui était très liée à cette faculté. Donc, quelque part, je ne suis pas complètement étrangère non plus. Alors, je vais essayer d'être brève et de rattraper tout le retard. Oui, effectivement, je suis aussi un peu la seule de mon genre sur toute la journée, hormis Jean-François Neven qui fut magistrat, mais qui ne l'est plus. Je suis la seule de mon genre et la seule, en plus, magistrat d'un parquet, puisqu'il n'y a pas de magistrat assis. Donc, normalement, je devrais être debout, même si je suis assise. Alors, je vais structurer mon intervention en 3 étapes. D'abord, un tout petit peu d'histoire, parce que ce n'est pas inutile peut-être, et puis examiner la situation actuelle, qui n'est pas très rose, vous l'avez dit, et j'étais désespérée jusqu'à ce que j'entende l'intervention de la première intervenante, et je me suis dit, c'est formidable, elle me donne ma conclusion, qui sera en forme d'espoir, et vous verrez pourquoi. Alors, juste un peu d'histoire, mais j'imagine que tout le monde la connaît. L'auditorat du travail... sauf les Français, donc je vais seulement parler aux Français. L'auditorat du travail, c'est un parquet spécialisé né avec le Code judiciaire dans les années 70. Historiquement, en 1970, alors. 70, oui, je vais parler français, 70. Historiquement, le rôle de ce parquet était un parquet donc, attaché aux juridictions du travail, avec 2 fonctions, une fonction civile et une fonction pénale. Historiquement, la fonction civile était prépondérante. Donc les magistrats de l'auditorat du travail instruisaient les dossiers généralement quelconques. Ils intervenaient dans beaucoup de contentieux soumis aux juridictions du travail. C'est-à-dire que, et je fais toujours le geste, et je crois que c'est le geste est plus parlant qu'une explication, ils étaient là pour rétablir l'équilibre entre les parties au procès et en collectant différentes informations auprès des administrations. Ça, ce sont les tâches civiles des magistrats du travail qui vont, au fil du temps, se réduire comme peau de chagrin pour arriver maintenant à une intervention réglée par une circulaire des procureurs généraux, à du contentieux qui est exclusivement le contentieux de la sécurité sociale sensu stricto, avec quelques interventions possibles, mais pas obligatoires, dans d'autres types de contentieux. Je pense au contentieux de la discrimination, par exemple, et le harcèlement, pas encore toujours. Donc on voit rôle civil de ces magistrats spécialisés qui va
se diminuer au fur et à mesure de l'écoulement du temps. Et en tout cas, il n'y a pas aujourd'hui d'intervention dans le contentieux des accidents du travail devant les juridictions du travail, ni dans le contentieux des maladies professionnelles. C'est un contentieux qui est complètement oublié, négligé, ignoré des magistrats des auditorat du travail. Ça, c'est une première chose. Parallèlement à la diminution du rôle civil des magistrats des auditorats du travail, on va voir augmenter la part pénale de ce contentieux, essentiellement à partir de 1992, j'ai retenu la leçon, où on va modifier l'article 155 du Code judiciaire, ce n'est pas très très important, mais les magistrats des juridictions du travail, des auditorat du travail, vont se voir confier du contentieux de droit pénal avec plein d'accessoires, de droit pénal social, avec plein d'accessoires de droit pénal commun pour arriver maintenant à des traitements de dossiers qui vont concerner de la fraude sociale grave et organisée essentiellement, mais aussi pour le sujet qui nous concerne, effectivement, les accidents du travail graves ou mortels. Alors, vous savez que l'action du ministère public, elle est réglée évidemment par la loi, mais aussi par des cols, donc qui sont des circulaires prises par le Collège des procureurs généraux, qui vont nous donner des priorités de poursuite avec évidemment, donc ces cols nous donnent des priorités de poursuite auxquelles on ne peut pas déroger, mais on peut évidemment toujours poursuivre d'autres phénomènes qui ne sont pas visés dans les cols. Les cols vont déterminer une politique criminelle, mais cette politique criminelle est définie par le Collège des procureurs généraux avec les ministres de la Justice, etc. Mais elle correspond aussi à des considérations pratiques, puisque, je vous ai dit, enfin, je n'ai pas dit, mais je le dis, je vais avoir des considérations extrêmement pratiques et assez loin, finalement, des considérations théoriques qui ont été développées merveilleusement jusqu'à présent. C'est que nous sommes face à des ressources limitées, nous avons des moyens limités, moyens en personnel magistrat, moyens en enquêteurs, je vais y venir tout de suite, et moyens limités aussi en termes d'audience. Le processus judiciaire, j'y viendrai tout à l'heure, est un processus lent, encombré et donc problématique. Donc nous allons essayer de choisir nos objectifs de politique criminelle en fonction de toutes ces considérations-là, considérations qui font que la prévention, vous l'avez dit et je le confirme, est au niveau zéro, enfin c'est même pas le niveau zéro, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans l'école, c'est quelque chose qui est complètement inconnu en termes de politique criminelle. En tout cas, la prévention envisagée sous cet angle simple-là, et j'aborderai cette question-là à la fin de mon intervention. Alors, donc ça, c'est la situation actuelle. Donc, très, très grande pauvreté en ce qui concerne la thématique abordée dans ce colloque, c'est-à-dire l'action pour faire en sorte que les mesures de prévention mises en œuvre par la législation sur le bien-être soient appliquées. Par ailleurs, le privilège du grand âge, qui est le mien, fait que je ne travaille pas dans les juridictions sociales depuis hier et j'ai vu l'évolution des inspections sociales. Quand j'ai commencé ma carrière, j'avais encore face à moi l'inspection des mines, l'inspection technique, l'inspection médicale. Alors, il y avait sans doute trop de corps d'inspection. Pour des raisons d'efficacité, on a fusionné ces services. On a donc normalement abouti à plus d'efficacité. Moi, je constate, c'est juste un constat de fait, c'est que j'ai maintenant des interlocuteurs qui sont des inspecteurs sociaux nommés selon des règles qui correspondent à celles de toute la fonction publique, et je n'ai plus des interlocuteurs spécialisés. Quand, toute jeune substitute, je devais traiter un accident de travail dans la sidérurgie liégeoise, j'avais face à moi un vieil inspecteur des mines qui connaissait le fonctionnement des usines sidérurgiques aussi bien que les directeurs de l'usine, en tout cas beaucoup mieux que moi. Et ces gens-là m'ont appris mon métier, parce que, hélas, dans la sidérurgie liégeoise, il y a eu énormément d'accidents graves. Et c'est avec ces gens-là que j'ai appris mon métier. Les jeunes collègues substituts n'apprennent plus rien avec les services d'inspection sociale, rien du tout. Pire, on est maintenant à la situation extrêmement problématique, et je vais vous expliquer pourquoi, qui est que quand on est face à un problème d'accident de travail avéré, donc réalisé, et qu'on appelle l'inspection sociale, le contrôle du bien-être pour ne pas la nommer, on a face à nous des gens qui n'ont pas de spécialisation pointue dans la matière, et on en arrive à devoir faire appel à des experts judiciaires,
qui sont donc des gens qui sont spécialisés dans la détermination des causes, des ingénieurs, etc., mais qui, eux, n'ont pas du tout la formation bien-être au travail, législation sur le bien-être. Et donc, on est en train vraiment de dévier, et j'ai des exemples pratiques encore cette semaine, on dévie complètement, on quitte le secteur du bien-être parce qu'on n'a plus du tout d'interlocuteurs spécialisés pour arriver dans un contentieux qui est un contentieux de la réparation, de la faute, qui est un contentieux tout à fait classique, y compris avec nos interlocuteurs parce que les gens du contrôle du bien-être n'ont plus la spécialisation. Et alors, donc, on a glissé vers ce problème-là. Autre problématique que je rencontre aussi, c'est que j'entendais, et c'est extrêmement bien, de mettre en place des process, tant au niveau européen qu'au niveau belge. Les process sont une condition nécessaire à l'application pratique des dispositions légales, mais c'est loin d'être une condition suffisante parce que qu'est-ce qu'on constate sur le terrain? C'est que maintenant l'inspection sociale se limite à la vérification de l'existence des process. Et donc si on a un process présent, c'est bon. Donc dès qu'on a un papier, c'est parfait. Autrement dit, on se trouve face à une situation où dans les grandes entreprises, dans un certain nombre d'entreprises où on pourrait même aller au bout de la logique en disant que les employeurs cyniques, il suffit qu'ils investissent dans des process stéréotypés et c'est parfait, les contrôles s'arrêtent là. Les employeurs un peu moins outillés ou un peu moins malins vont avoir des problèmes liés à quoi? Non pas à l'application concrète des règles, mais simplement au fait que les process ne sont pas existants. Et donc, par rapport au début de ma carrière, on a complètement glissé vers une inspection composée de gens qui avaient un savoir et qui entraient en dialogue avec le magistrat de l'auditorat du travail, qui lui avait un savoir théorique, et on avait face à nous des gens qui avaient un savoir pratique, de connaissance de l'entreprise, de connaissance des gens aussi, qui n'existent absolument plus. Je reviens à mon exemple de la sidérurgie. L'inspecteur des mines connaissait l'entreprise, donc les locaux, les lieux, les gens, le fonctionnement de l'entreprise parfaitement. Je ne demande pas de revenir sur le passé, je constate simplement que ça, on ne l'a plus. Donc la situation sur le terrain... D'autres points, mais c'est parce que je pense qu'on est attendu pour... Oui. Donc situation sur le terrain difficile, magistrat pas formé. Autre point sur lequel je voulais aussi insister, c'est que la situation des entreprises sur le terrain a aussi évolué. On est face à des problèmes neufs qui sont... face à un réseau très très important de PME qui ne sont pas du tout perméables à un certain nombre de procédures qui sont mises en place, et notamment par rapport aux représentations syndicales, on a des tas d'entreprises petites et moyennes dans lesquelles les syndicats ne sont pas présents, et ça pose un vrai problème. Autre problème énorme aussi, c'est toute la question du détachement et de la sous-traitance. On l'a déjà dit, c'est un problème phénoménal parce qu'on a des paquets entiers de travailleurs qui échappent complètement à la fois à la formation des syndicats, j'entendais mettre en place des notices d'explication écrites, etc. Ces documents-là n'atteindront pas ces salariés-là. Donc ça, c'est un vrai problème. Alors, donc, je vous ai dit constat un peu triste. Je voulais quand même conclure sur 3 notes positives. Première note positive, les chiffres que vous avez cités en ce qui concerne l'action pénale qui ne sont pas très probants sont vrais, mais il y a un chiffre caché aussi, qui est le chiffre des mesures alternatives qui sont proposées par les auditorats aux employeurs et qui aboutissent à un classement du dossier. Ils ne sont pas fréquents, mais ça existe. Des dossiers dans lesquels il y a des problèmes de prévention et qui se clôturent dans le cabinet du substitut par une transaction accompagnée d'achat d'équipements de protection collective, de formation, etc. Donc tout ça, vous ne le voyez pas, ça n'apparaît nulle part, mais ça existe. Autre remarque, mais ça, on l'a déjà dit, si on n'attaque pas frontalement cette question de la prévention, on va l'attaquer en s'attaquant à d'autres phénomènes, puisque je vous l'ai dit, notre priorité en matière de politique pénale, c'est la lutte contre la grande fraude sociale grave et organisée et les détachements. Et je vous ai dit, en protégeant, en permettant à ces travailleurs d'accéder à leurs droits fondamentaux, on les remet dans un système officiel qui va aussi leur permettre d'avoir accès aux mesures de prévention et de protection. Enfin, je conclus vraiment pour faire la boucle de la table.
j'entends les difficultés des syndicats d'agir contre les employeurs et je les comprends. Et nous avons en Belgique un mécanisme formidable et qui est rarement, trop rarement utilisé, mais qui existe quand même, c'est l'action civile. Donc, autrement dit, l'auditeur a ce pouvoir, prévu par l'article 138 bis du Code judiciaire, de faire dire à la juridiction du travail qu'une infraction pénale est constatée. Et cette action civile est clairement le vecteur qui sert à l'action collective, qui va permettre d'agir en lieu et place des travailleurs. Et pour répondre à la première intervenante, l'action civile est diligentée maintenant. Le dossier se plaide la semaine prochaine dans le cadre de l'affaire Deliveroo. Donc, l'auditorat du travail de Bruxelles a amené l'entreprise Deliveroo devant les juridictions du travail pour faire dire que le statut des coursiers était un statut de salarié. Donc, le ministère public est relativement démuni, mais pas totalement. Et pour les grandes causes, on est clairement un partenaire qui existe. Merci beaucoup. Pour cette intervention qui termine sur une note positive finalement et qui nous donne un rendez-vous, celui de la plaidoirie de l'affaire Deliveroo, dont on entendra certainement encore parler dans les semaines qui viennent. Donc je vais vous inviter d'abord vous remercier pour vos interventions et vous inviter dans le hall pour le repas. Et nous reprendrons en principe à 13h30, mais je suppose qu'il y aura un quart d'heure de battement, donc 2h moins le quart. Vanessa ? Ça va ? 13h45 alors. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Dans le Luxembourg, on l'a fait cette fois-ci pour Deliveroo. C'est très rare, parce que ce n'est pas dans la culture des auditeurs. Et c'est très... Oui,